La question de cette semaine, mais qui est le pays dont parle le chef du Shabak, les renseignements intérieurs israéliens, qui pourrait s'ingérer dans les élections législatives en Israël? Officiellement, interdit de le nommer. Officieusement, ce pays en question aurait déjà frappé au cours des dernières élections présidentielles aux États-Unis. On évoquera largement cette semaine la passation de pouvoir entre les chefs d'état-major israéliens sortants et entrants avec ceux qui les ont côtoyés au quotidien. Mais avant cela, c'est le mini-flash Actu Défense préparé cette semaine par Myriam Aman et Samuel Calvo. Bonsoir Mathias et bonsoir à tous. On démarre ce journal par les déclarations du patron du Shabak. Israël se trouve sous la menace d'une cyberattaque. Une puissance étrangère tentera d'interférer dans les élections israéliennes du 9 avril sans préciser quel candidat serait favorisé par une telle ingérence. Il ne désigne d'ailleurs pas la puissance en question, mais des députés de l'opposition pointent du doigt la Russie. La menace est sérieuse, affirme encore Nadav Argaman, mais les services de renseignement israéliens affirment avoir tous les moyens pour contrer une telle ingérence. En Cisjordanie, l'auteur de l'attentat de Givat Asaf a été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi. Après un mois de chasse à l'homme, les forces israéliennes ont retrouvé Hassam Barghouti chez un complice au nord de Ramallah. Au cours de l'arrestation, une Kalachnikov et des munitions ont été saisies, ainsi que du matériel de vision nocturne. Hassam Barghouti est soupçonné d'avoir tué 2 soldats israéliens en ouvrant le feu sur un arrêt de bus. Le terroriste est également soupçonné d'être impliqué dans l'attentat d'Ofra perpétré quelques jours plus tôt, qui a coûté la vie à un bébé né prématurément en raison de l'attaque. Direction la Turquie à présent, où John Bolton, le conseiller à la sécurité américain, n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente sur les Kurdes syriens. Il n'a même pas été reçu par le président Recep Tayyip Erdogan. En cause, sa prise de position en faveur des YPG dimanche dernier. Un dialogue de sourds qui compromet le retrait américain rapide de Syrie annoncé par Donald Trump. Et pour terminer, l'ancien ministre israélien Gonen Segev vient d'écoper d'une peine de 11 ans de prison en vertu de l'accord judiciaire passé avec le procureur. Il est accusé d'espionnage contre des cibles israéliennes au profit de l'Iran. C'est la fin du journal Sécurité Défense. Mathias, je vous laisse en compagnie de vos invités. Mais comment ne pas évoquer cette arrestation de jeunes juifs israéliens suspectés par les renseignements israéliens d'être les auteurs des jets de pierre mortels contre une Palestinienne de 47 ans en octobre dernier? Il aura fallu plusieurs jours avant que le président de l'État ne défende un service des renseignements accusé de torture. Regardez. Alors que la polémique enfle, Reuven Rivlin sort du silence. Le président israélien dénonce des critiques irresponsables contre le Shin Bet après l'arrestation de 5 mineurs soupçonnés d'avoir tué une Palestinienne. Le Shin Bet est dédié à la sécurité des citoyens et des résidents d'Israël et seul compte la paix au sein de l'État. Une déclaration qui fait suite à celle de la ministre de la Justice, Ayelet Shaked. Elle dénonce une justice politique. D'après les avocats de la défense, les suspects n'ont pas eu accès à une représentation légale. Ils dénoncent aussi les méthodes musclées du Shin Bet et accusent même le renseignement israélien d'avoir eu recours à de la torture. Dimanche, des affrontements ont éclaté à Jérusalem entre forces de l'ordre et manifestants soutenant les jeunes suspects. De son côté, le service de sécurité intérieure d'Israël juge ces accusations calomnieuses. Les détenus interrogés bénéficient de tous les droits dont ils peuvent jouir en vertu de la loi. Leur but est de détourner l'intention des soupçons sérieux dont ils font l'objet. Le Shin Bet affirme enfin qu'il continuera à combattre le terrorisme, qu'il soit juif ou palestinien. Et pour en parler avec nous par Skype, Menachem Landau, ancien commandant de la division juive au sein du Shin Bet du Shabak. Donc, bonjour, est-ce que ces jeunes ont agi seuls et quels sont les moyens mis en œuvre pour les neutraliser? Il n'y a pas de doute sur le fait que ces jeunes sont poussés par le soutien dont ils jouissent sur le terrain, ce qui implique directement que nous avons moins de relais sur place. Il y a aussi le fait même que certains rabbins les soutiennent et les transforment en enfants chéris de la nation pendant qu'ils tentent de faire passer les agents du Shabak pour des traîtres. Mais que ce soit clair, le Shin Bet continuera de collecter des informations qui permettront d'établir des preuves et d'ouvrir ainsi des enquêtes. Et oui, je le répète, il faut les interroger comme n'importe quel terroriste avec tout ce que cela implique. Parce qu'en fin de compte, le Shabak n'arrête pas des gens parce qu'il en a envie, mais parce qu'il dispose de renseignements concrets. Oui, mais comment expliquez-vous que ces jeunes parviennent à passer à l'acte malgré la présence d'agents sur le terrain?
Après l'attaque à Douma, le service a opéré sur le terrain de manière plus élargie, en multipliant les arrestations administratives, en expulsant certains jeunes, en suivant de près d'autres. Mais je le dis, le soutien dont ils disposent sur le terrain leur a permis, après une certaine période, de relever la tête et de passer à l'acte. Mais les tribunaux les ont aussi aidés en jugeant non recevable le témoignage de certains jeunes à cause des pressions au cours d'interrogatoires. Obtenus sous la pression ou pas, ils ont reconnu être coupables. Il faut absolument que la justice et tous les services de sécurité coopèrent pour enrayer ce phénomène. Menachem Landau, est-ce que vous pouvez confirmer qu'il n'y a pas de différence de traitement entre le terrorisme arabe et juif ? Les interrogatoires sont les mêmes. Le terrorisme est le même, quel qu'il soit. Le terrorisme arabe ou israélien est le même. Au passage, ce sont les mêmes agents qui interrogent les suspects juifs ou arabes. Il est vrai que jusqu'à l'attaque de Douma, ces jeunes étaient traités comme des criminels dans le pénal et non comme des terroristes. On les arrêtait, ils reconnaissaient et on leur demandait de dédommager ce qu'ils avaient détruit. Après l'attaque de Douma, la justice a compris qu'il fallait changer, durcir les règles et a donné plus d'outils aux Shin Bet et a reconnu les jeunes des collines et le mouvement du prix à payer comme illégal. Ce qui nous a permis de durcir les interrogatoires et les moyens utilisés contre ces jeunes, y compris leur interdire de rencontrer leurs avocats pendant une certaine période. Entre 15 et 20 000 roquettes, c'est le nombre de missiles interceptés par les différentes unités de l'armée israélienne avant qu'ils n'atteignent la bande de Gaza. L'une des dernières annonces du chef d'état-major actuel, Gadi Eisenkot, avant de rendre l'uniforme. Regardez, et on parle de son bilan juste après. Le chef d'état-major Gadi Eisenkot en tournée d'adieu. Avant de passer la main le 15 janvier prochain, il se rend dans le sud d'Israël à la frontière avec Gaza. L'occasion de faire le bilan de son mandat et le point sur la situation dans la région. Il révèle ainsi que les forces israéliennes ont empêché le transfert de 15 à 20 000 roquettes vers les territoires palestiniens. Le chef d'état-major affirme que le Hamas est galvanisé par l'incertitude politique en Israël et profite donc pour accroître son action et son approvisionnement en armes. Mais Gadi Eisenkot garde espoir que le cessez-le-feu obtenu récemment soit maintenu. J'espère que la trêve sera maintenue jusqu'à la fin de l'année 2019. D'ici là, nous achèverons la construction de la barrière souterraine. Pour le moment, je ne pense pas que l'on puisse espérer mieux en ce qui concerne Gaza. Au cours de cette visite, le chef d'état-major a rencontré les responsables des localités israéliennes, l'occasion de revenir sur une collaboration étroite entre les pouvoirs locaux et Tsahal. Gadi Eisenkot a suivi de près les opérations de défense et de protection de l'armée israélienne concernant les localités frontalières de la bande de Gaza au cours d'une des périodes les plus complexes. Il a toujours su entretenir le contact avec les responsables des conseils régionaux. La situation reste en effet tendue à la frontière avec le territoire palestinien. Après de nouvelles violences dimanche, Israël a décidé de geler le transfert des fonds qataris destinés à Gaza. Dans la bande côtière, le Hamas affirme avoir arrêté 45 personnes soupçonnées de collaboration avec l'ennemi. Ces Palestiniens auraient aidé Israël à mener son opération ratée en novembre dernier à l'intérieur de Gaza. Allez, on ouvre cette page spéciale concernant les chefs d'état-major. L'un qui s'en va, l'autre qui arrive. D'abord, on parle de Gadi Eisenkot, le chef d'état-major actuel, qui devrait rendre son uniforme dans quelques jours avec vous. Nous en parlons, Nitzan Noriel, bonjour. Vous êtes brigadier général de réserve de l'armée israélienne et surtout ancien directeur du bureau de contre-terrorisme. Et vous avez servi très peu, 30 ans à peine, avec Gadi Eisenkot. Concrètement, qui était Gadi Eisenkot pour vous, pour l'armée israélienne? Gadi m'a remplacé 2 fois dans mes fonctions. La première fois quand nous étions officiers et que j'étais son commandant, quand j'étais officier des services extérieurs. C'est un homme qui est déterminé, extrêmement déterminé. Quand il décide de faire quelque chose, il fera tout ce qu'il faut pour réaliser cet objectif.
Et je pense que Gadi est arrivé à l'état-major. En tant que chef d'état-major, il était prêt et le plus près de tous les chefs d'état-major. C'est vrai que le temps qu'il s'est trouvé à l'état-major, depuis qu'il était secrétaire militaire du Premier ministre, depuis 1999 jusqu'à 2014-2015, quand il a reçu ses fonctions, il faisait partie de l'état-major. C'est énormément d'années d'expérience, de perspectives qui l'ont amené à ce poste vraiment prêt. Est-ce que ça vous a blessé d'entendre des rapports d'anciens généraux qui disent que l'armée israélienne n'est pas prête, alors que justement le credo de Gadi Eisenkot, c'était de se tenir prêt à toutes les éventualités? Puisque je suis toujours officier de réserve, et je connais l'armée de l'intérieur. Et je pense qu'il y a des incompréhensions entre l'état de préparation de l'armée et les problèmes. L'armée est prête à la guerre à un niveau exceptionnel. Mais il y a des problèmes qu'il faut régler. Et l'un ne dément pas l'autre. Et je sais que de l'intérieur, il y a des problèmes intérieurs et qu'il faut améliorer les choses. La marque de fabrique, au cours de ces 4 dernières années de Gadi Eisenkot, c'est quoi? Je pense que Gadi a fait 4 choses. Tout d'abord, vis-à-vis de l'armée, il a transmis un message. Il y a des officiers responsables, sérieux, qui vous couvriront quoi qu'il arrive. C'est très important dans ces institutions que le père est vraiment le père. La deuxième chose, c'est la capacité de faire entrer l'institution dans un travail très ordonné. Jusqu'à ce que Gadi arrive à ce poste, nous avions 4 ou 5 années sans planification. Gadi est entré à ce poste, il a réussi à travailler avec le ministre de la Défense pour construire une planification sur plusieurs années. Ça a calmé les institutions. Il y avait un programme, on savait quoi faire. La troisième chose, il faut connaître Gadi pour le savoir, c'est un homme extrêmement complexe. Et je sais qu'on dit des Golani que nous sommes difficiles. À côté de cela, ce sont des gens très clairs. Et il a vraiment, avec beaucoup de complexité, il a créé de nouvelles capacités pour l'armée qui ont changé la perception de nos ennemis. Il y a eu d'autres choses. De ce que l'on peut parler, ce sont des centaines d'opérations loin des frontières de l'État et qui ont amélioré la sécurité d'Israël. Et la dernière chose, il a maintenu la confiance à son plus haut niveau. Et les services de sécurité ont commencé à fonctionner comme il le fallait, sur le temps et dans les changements. Ce qu'il a marqué également, Gadi Eisenkot, c'est le fait qu'il n'est pas forcément un va-t-en-guerre. C'est qu'il prépare au maximum, justement, ce statut de attention jusqu'au bout, éviter un maximum de rentrer dans un conflit. Et ce qu'il a caractérisé aussi, c'est renforcer les coopérations, notamment dans le Sinaï, avec l'Égypte. Est-ce que vous confirmez? Faisons la différence entre deux choses. La guerre n'a pas de sens en elle-même. La guerre, c'est la poursuite de la politique par d'autres moyens. La guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens. S'il n'y a pas de politique, la guerre n'a pas de sens. Et Gadi a compris cela. Et si le gouvernement a une politique vis-à-vis de Gaza, il n'y a pas de problème. Si l'État n'a pas de politique vis-à-vis du Liban, il n'y a pas de sens à faire la guerre avec le Liban. La guerre, c'est une chose peu agréable, pas simple. Il a lui-même été blessé pendant la guerre. Tous ceux qui ont été blessés au combat, et nous avons connu tous des gens comme ça, nous voulons éviter les guerres. D'un autre côté, la coopération avec tous ceux qui ont les mêmes perceptions des menaces comme nous est bienvenue. La coopération avec l'Égypte contre le Hamas et l'islam de Daesh dans le Sinaï est extraordinaire. C'est nos intérêts et pour ça il y a une coopération. Et ainsi, d'un côté, il faut éviter la guerre, de l'autre côté, créer des coopérations qui permettent, si jamais il y a besoin de guerre, d'y aller.
Si vous aviez une anecdote, non pas sur le militaire, mais sur l'homme, Gadi Eisenkot, ça serait quoi? Écoutez, Gadi était un homme très simple et sa vie privée était importante pour lui. Et ainsi, il y a peu de gens qui sont entrés dans sa vie privée. Et je ne suis même pas sûr qu'il voulait qu'on raconte des histoires sur sa famille et sur ses affaires privées. Je peux dire que c'est un homme qui aimait lire. Il aimait l'histoire. Et je pense que là, on va le retrouver dans ces domaines-là bientôt. Pas dans la politique, pas dans les affaires, dans l'université. Là, on pourra l'entendre. Et comprendre beaucoup plus les choses dans le fond et ses perspectives. C'est assez intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que vous pensez qu'il n'ira pas en politique, contrairement à ses prédécesseurs? Je peux m'engager à cela presque. C'est pas son caractère. C'est un homme trop droit. C'est un homme trop. Tous ces jeux politiques. Je peux raconter une anecdote. De son point de vue, que la période de l'incapacité de prendre des fonctions soit élargie à 6 ans, ça ne l'intéresse pas de toute façon. Qu'il peut vraiment contribuer à la société, mais pas en politique. Merci beaucoup, Nitzan Nouriel, d'avoir été avec nous pour parler de l'homme, du militaire, de celui qui était chef d'état-major donc, au cours des 4 dernières années. Merci, Nitzan Nouriel. Et de sortant, nous allons parler justement du prochain chef d'état-major, Aviv Kochavi, avec celui qu'il a côtoyé également jusqu'en 2017, Eli Ben-Meir. Regardez cette interview que nous avons réalisée il y a quelques jours. Eli Ben-Meir, merci d'être avec nous. Vous êtes brigadier général de réserve de l'armée israélienne. Vous êtes surtout ancien commandant de la division de recherche et des informations, des renseignements justement militaires. Première question, d'abord, vous avez servi avec celui qui va être le futur chef d'état-major, c'est-à-dire Aviv Kochavi. Qui est l'homme dans son ensemble et qu'est-ce que vous pouvez dire sur lui? Je sais que c'est une question large, mais plus ou moins de manière précise. Je le connais depuis de nombreuses années en tant que chef du renseignement, mais aussi avant, lorsqu'il était chef du département des opérations. Et je pense qu'il est la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Il incarne un mélange de qualités. D'un côté, c'est un homme de savoir, spécialisé dans le domaine de l'histoire militaire, mais aussi dans les prises de décision. D'un autre côté, il n'y a pas un front auquel il n'ait pas participé, aucune fonction qu'il n'a pas occupée. Dans le sud, il était commandant du bataillon de Gaza, impliqué dans tous les combats. Ensuite, en tant que commandant du front nord, chef des services de renseignement. Et puis dans le commandement de la région militaire centre, il fut commandant des parachutistes au cours de l'opération Rempart. Ainsi, il était sur tous les fronts et je me permets de dire que sur le terrain, il a fait preuve de créativité et de perspicacité pour obtenir des résultats exceptionnels. En bref, puisqu'il faut évoquer les choses en 2 minutes, je pense que sa principale qualité, c'est d'être humain, être proche des gens, les connaître, qui aime aller dans les détails pour s'assurer de comprendre et maîtriser les situations du plus haut au plus bas, afin d'agir de façon rationnelle, mais aussi extrêmement créative. Vous avez été surpris quand vous avez vu la semaine dernière une information d'un journal saoudien qui déclare qu'il avait pensé, qu'il était en faveur en tout cas, de l'élimination de Bachar al-Assad. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui le caractérise, cette capacité à aller jusqu'au bout? Non, je ne peux pas dire que cela était vraiment sa position. Mais j'ai travaillé avec lui au renseignement militaire, j'étais sous son commandement. Et je peux dire qu'il maîtrisait les situations dans tous les détails. On dit parfois que les officiers et les généraux n'ont pas besoin d'entrer dans les détails. Ce n'était pas son point de vue. Deuxièmement, il écoutait les recommandations, consultait de nombreuses personnes. Lorsqu'il dirigeait les services de renseignement, il était très important d'écouter les jeunes officiers pour vérifier si quelqu'un avait un autre point de vue et savoir ce que la base pensait vraiment.
Et enfin, il n'acceptait pas comme une évidence les propositions de la majorité, mais vérifiait toutes les autres possibilités. Il disait souvent, et je ne sais pas s'il continue de le faire, il y a un concept dans le judaïsme, comprendre et sanctifier. Et il disait, oui, il faut étudier et comprendre, mais il faut aussi examiner s'il n'y a pas d'autres possibilités, d'autres points de vue. Mais dans une perspective tout à fait opérationnelle, et sans se référer à sa déclaration ou pas, cela signifie qu'il y a de nombreux moyens de régler les défis sans perdre de vue l'objectif, chercher le combat et vaincre. Ce que l'on a vu ces dernières années, c'est le fait que les dirigeants politiques mènent la guerre aux dépens de ceux qui sont censés la mener, c'est-à-dire les responsables militaires. Est-ce que c'est quelque chose aussi qu'il va changer à Aviv Kochavi, c'est-à-dire qu'il va prendre plus de galons, qu'il va donner plus d'importance à l'armée israélienne? J'ai connu Aviv à la tête des services de renseignement militaire, officier membre de l'état-major et du cabinet de sécurité, auquel j'ai moi aussi participé pendant 2 ans lors de mon dernier poste. C'est aussi un de ses avantages. Ce ne sont pas tous les généraux qui ont l'opportunité de travailler avec le Premier ministre. C'est le privilège du chef des services de renseignement et du chef d'état-major. Il a donc de l'expérience. Entre parenthèses, lors de l'opération Bordure Protectrice, au cours des combats importants, il y avait de fortes tensions entre les propositions de l'armée, les objectifs de l'échelon politique et du Premier ministre. Et sans trop entrer dans les détails que nous ne pouvons révéler, disons que Aviv Kochavi a de l'expérience, que c'est un homme qui sait défendre son point de vue, mais avec beaucoup d'estime pour l'échelon politique, puisque nous sommes un État de droit où les politiques prennent les décisions. Mais cela n'empêche pas de présenter ses positions et celles de ceux qui ne sont pas d'accord, de façon tout à fait professionnelle. Je l'ai vu entrer dans une réunion où ce que nous allions présenter allait contre l'opinion de la majorité. Et il a su faire adopter son point de vue et en tout cas, ceux qui n'étaient pas d'accord ont au moins compris ses arguments. Il sait faire ces choses-là avec beaucoup de tact et bien entendu, en tant que chef d'état-major, il saura présenter avec tact les positions de l'armée et les siennes. Car en fin de compte, nous sommes dans un État qui possède une armée et non une armée qui a un État. L'une de vos missions que vous avez dirigée, c'était cette frappe en 2007 contre la centrale nucléaire en Syrie. Lorsqu'Aviv Kochavi sera à la tête de l'armée israélienne, est-ce que c'est une des missions qui peut éventuellement entreprendre, que ce soit à la frontière nord ou voire un peu plus loin à l'est de la frontière israélienne, je pense notamment en Iran? Tout d'abord, je n'ai pas commandé cette opération, j'étais chargé du côté renseignement. Elle était suivie par le chef d'état-major, le chef des renseignements et le commandement de l'armée de l'air. Et pourtant, on dit que vous êtes celui qui avait préparé le maximum d'informations, mais passons. בכל מקרה, אני יכול להגיד לך מממשק רב שנים עם אביב כוכבי, שאין לי ספק Toujours est-il que je peux vous dire que sur la base de mon expérience avec Kochavi, je n'ai aucun doute sur ses capacités opérationnelles et offensives. Combiné avec la créativité que nous avons déjà évoquée, לסוג של המשימות שעליהן רמזת, מוכנות למלחמה, תקיפות כאלה ואחרות, même dans les types d'opérations dont vous parliez, tout ce que nous disons ces 3 dernières années de ces périodes entre 2 conflits, Aviv, en tant que commandant des renseignements et du Front Nord, est un de nos leaders. Et je peux témoigner avoir participé avec lui à des dizaines de réunions sur les coups apportés à nos ennemis. Comment réduire leurs capacités, et en cela, je suis confiant sur le fait que l'armée restera offensive, et même plus, avec bien entendu certaines réserves. Mais du matin au soir, on cherche à comprendre comment vaincre au mieux et avec le moins de dégâts possible. Je peux alors assurer aux Israéliens qu'ils peuvent dormir en toute tranquillité. Avant de conclure cette interview, peut-être une seule anecdote qui n'est pas forcément militaire, mais qui peut témoigner de la personnalité de l'homme, Aviv Kochavi. J'espère qu'il ne m'en voudra pas si je révèle ici certaines choses. J'étais officier des renseignements lorsqu'il était le commandant.
un des 2 officiers qui travaillait directement avec lui. Aviv avait une tradition, une fois par mois, la nuit ou tard dans la soirée, il dormait au bureau. Et je plains maintenant tous ceux qui sont encore à l'armée. Une fois par mois, il me convoquait en civil, pas dans son bureau, mais au restaurant. Et bien entendu, il faut souligner qu'il est végétarien. Et disait, maintenant que nous ne sommes pas en uniforme, dis-moi tout ce que tu penses, toute la vérité. Pas ce que l'on dit lors des réunions, mais les vraies critiques. Ai-je commis des erreurs? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait? Qui faut-il consulter? Au final, c'est lui le commandant. Mais il brisait ainsi la hiérarchie militaire en créant une atmosphère radicalement différente, en prenant l'initiative de favoriser les critiques. Et je dois dire que c'était nouveau et rafraîchissant, et que j'étais satisfait de cela. Et le plus surprenant, c'est qu'il adoptait parfois certaines critiques en promettant de corriger ses erreurs. Au cours de mes 30 ans de carrière, je n'ai jamais eu d'officier de ce type. Non pas qu'il était prêt à entendre des critiques, mais il les provoquait, considérant que c'était important pour lui et pour l'armée, puisque cela aidait à mieux gérer les renseignements militaires. Bien entendu qu'il y a eu de nombreuses autres anecdotes, mais celle-ci caractérise bien l'homme, sa sensibilité et son humanité. Peut-être qu'on va se lancer à la chasse de tous les restaurants de lait dans toute Tel Aviv, peut-être, pour rencontrer peut-être un jour le chef d'état-major civil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, cette émission de défense est terminée. Je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine, même heure, même plateau, sur Défense. Bonne semaine sur i24 News.